11h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien, bon. La grande forme même. La grande forme, eh bien écoutez, on va essayer de tenir. Je suis content de recevoir notre invité. Mais notre invité c'est Stéphane Hénon. Bonjour Stéphane. Vous êtes, bonjour Valérie, bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Alors si je dis le commandant Bauer, peut-être que les gens mettront peut-être plus un nom sur votre visage parce qu'on vous connaît. Peut-être. Oui. J'espère que maintenant qu'ils commencent à connaître mon nom, votre nom aussi. Stéphane Hénon, j'espère que voilà, aussi, j'espère. Mais oui, c'est vrai que je suis le commandant. Je suis passé d'abord par capitaine et maintenant. Vous êtes commandant. Je me suis pas trompé dans les grades. Je crois même que j'ai fini commissaire. Oh. Et alors, on va parler évidemment de la fiction Meurtre à Font-Romeu qui sera diffusée samedi soir sur France 3. On va vous retrouver dans un rôle important aux côtés de Béatrice de La Boulaye. Mais moi, je veux savoir quand est-ce que revient Plus belle la vie. Alors ça va revenir en 2024, je pense qu'au mois de janvier, ça devrait passer au mois de janvier. Nous, on va reprendre le tournage au mois d'octobre. Ouais. À partir du 23 octobre. Voilà, on est ravis. C'est une belle surprise. C'est une très très belle surprise. Ça a été annoncé, du moins on a été prévenu il y a 2-3 mois de ça, et quand on nous appelait, moi j'en revenais pas, quoi. J'avais fait pas une croix dessus, mais c'était comme ça. Nous, vous savez, on est intermittent du spectacle, donc on s'attend toujours à terminer une histoire qui a duré déjà 18 ans. Pour moi 16 ans, ça a été formidable. Pendant 16 ans, ça a été vraiment le bonheur absolu, et commencer une histoire et la terminer aussi, parce que émotionnellement c'était formidable quand même, parce qu'on a vécu des choses, des moments incroyables. De terminer une série comme ça avec tous ces gens qui ont été notre famille pendant 16 ans. Et puis revenir, voilà, le cadeau, on revient. Mais c'était pas le moyen de s'évader entre guillemets de ce rôle et justement d'aller comme. Ah bah oui, vous avez vu, parce que moi je vous ai découvert dans Font-Romeu, vous êtes un flic, mais vous êtes vraiment différent. Le personnage est beaucoup plus complexe que Bauer. Et moi je me suis dit peut-être Rebecca Hampton pense ça. Peut-être c'était le moyen de se libérer de cette fiction et d'aller sur le cinéma, sur d'autres choses. Oui, bien sûr. Non, mais après, moi, j'ai été très heureux dans Plus belle la vie, et je le serai encore, j'en suis persuadé. Je suis un hyperactif, j'ai besoin de travailler, et en fait, la quotidienne me sied à merveille. On travaille beaucoup, j'ai besoin de tourner beaucoup, moi. J'aime beaucoup, j'aime mon métier, donc j'aime le faire le plus souvent possible. On va reparler de. Et donc la quotidienne, c'était parfait pour moi. Et c'est vrai que sur Font-Romeu, Meurtre à Font-Romeu, ce personnage, j'ai essayé qu'il soit un peu différent de Bauer pour éviter d'avoir Bauer en gendarme, quoi. Bien sûr. On va y revenir dans un instant, mais on commence avec le zapping. Mais oui. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, c'est un témoignage fort et émouvant. Le petit Hassan qui a 12 ans, a été sauvé. C'est le seul survivant de son village suite au séisme au Maroc. Il est dans les montagnes de l'Atlas et c'est le seul survivant. Ici, près de 90 personnes sont mortes. Dans ce quartier, un seul survivant. Un enfant de 12 ans, bloqué sous les décombres toute une nuit avant d'être sauvé par les habitants. Voilà le trou. C'est de là qu'on l'a sorti. On entendait des bruits, alors c'est comme ça qu'on a pu le trouver. Cet enfant, c'est Hassan. Accueilli par des amis de la famille, il est encore trop affaibli pour quitter ce canapé. Quand je suis arrivé ici, je n'arrivais plus à me lever. J'avais la tête qui tournait. Maintenant, j'arrive un petit peu à marcher pour prendre mes médicaments. À 10h30, Valérie, on recevra la patronne de Litchi, Alexis Poulet, qui nous parlera des cagnottes qui ont été faites pour le Maroc. Oui, très nombreuses sur Litchi, et on va en reparler avec elle. Et puis on parlera de Litchi au plus large. Ce reportage incroyable du journaliste de PFM à Lampedusa, Valérie. Alors, écoutez bien ce son, parce que, sachant la visite de la présidente de l'Europe, Ursula von der Leyen, et de Giorgia Meloni, la présidente de l'Italie, ils ont nettoyé tous les camps des réfugiés avant leur arrivée pour que tout soit propre. C'est la moindre des choses quand même. Les images que vous voyez juste derrière moi, elles ne correspondent pas aux 2 derniers jours que nous avons passés ici, parce qu'il y avait beaucoup de migrants qui erraient un peu dans les rues avec, c'est vrai, une insalubrité qui était vraiment marquante. Tout a été cleané. Finalement, elles ont visité un centre qui ne correspond pas vraiment à la réalité.
C'est quand même incroyable de nettoyer un centre alors que vous avez la présidente de l'Europe et celle d'Italie qui vient et qui ne voit pas la réalité. Est-ce que ça vous choque, vous, que tout était nettoyé avant leur arrivée, Stéphane? Non, bah, bien sûr. Ouais, c'est étonnant, enfin c'est habituel. De ce drame humain, je trouve ça catastrophique, mais bon, c'est tellement... Et je disais hier dans les débats, on oublie la Libye où il y aurait plus de 10 000 morts. C'est des tragédies. On vit une période quand même, c'est catastrophique, quoi. C'est terrible, quoi. Je ne sais pas. Est-ce que les comédiens doivent s'engager sur ce genre de choses? On a vu beaucoup de témoignages sur le Maroc et des choses comme ça. Est-ce que vous avez envie de vous engager ou C'est toujours délicat. C'est toujours délicat de s'engager. Du moins, je trouve ça bien, mais c'est toujours un peu délicat. Après, il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire, mais personnellement. Des choses, il faut s'engager, mais personnellement. C'est de pas. On n'est pas obligé de le dire, quoi. On n'est pas obligé de le montrer. Vous regardez. Vous regardez beaucoup la télé? Beaucoup les informations, oui. Oui, je regarde beaucoup. Et je suis pas sûr que ça soit très bien d'ailleurs pour ma santé mentale, mais c'est vrai que je regarde pas mal la télé quand même. Et c'est vrai que je zappe beaucoup. Je suis un vrai zappeur. Et ça fait partie de mon métier aussi. C'est bien aussi de s'imprégner. Alors, moi, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. C'est des gens qui font ce métier-là qui regardent pas la télé du tout. Alors ça, je n'arrive pas à comprendre. Alors moi, je ne sais pas le faire. Après, peut-être qu'ils ont un intérieur très fourni. Mais vous regardez les autres fictions aussi? Bien sûr. Oui, je regarde ce que font les autres, bien sûr. Oui, je m'en inspire. Non, bien sûr, il faut. Je pense que ça fait partie de notre boulot. Oui. Moi, j'avais une question là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens, parce que Bauer, il y a une partie où à un moment il était très raciste, comme sa maman d'ailleurs. Qui était joué par Marion Gamme d'ailleurs. Marion Gamme. Bah oui, on peut faire un clin d'œil à Marion Gamme. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru que vous étiez raciste dans la vraie vie? Est-ce que vous êtes fait insulter? Non. Ah, ils ont fait la différence. Alors ça, j'y crois. Non, mais franchement, moi, notre public est très intelligent. Il fait la part de la fiction et de la réalité. Je ne crois pas du tout à ça. Moi, je n'ai jamais reçu de pierre. Alors c'est vrai que au début, du moins il y avait des textes, je me disais quand même, il faut le dire ça, je suis pas sûr. Et en fait, les gens font vraiment la différence entre savent très bien que je suis pas flic et savent très bien que je suis un comédien et qui joue un personnage. Non, ça, j'ai du mal à le croire, quoi. Ça. Il y en a qui le disent. Moi, j'ai jamais eu ce cas-là. J'ai eu que des gens sympathiques. Ou alors, il faut croire que les gens sont racistes, mais je le crois pas. Non. Hier, Fabien Roussel était l'invité de Quotidien après une fête de l'humanité mouvementée, Valérie. Alors, une équipe de l'émission l'a suivi et vous allez voir que Fabien Roussel ne pensait qu'à une chose sur place, la nourriture. Moi, homme, moi aimer manger. 11h30, vous faites le tour de la fête, c'est bientôt l'heure du déj et vous le savez, votre marque de fabrique c'est de parler nourriture. Là c'est quoi ça? C'est du pâté lorrain. Ah c'est le pâté lorrain, ah oui il est très très bon. La salade de hareng j'en fais depuis que je suis né. Oh c'est du bon ça au petit matin. Déconne pas putain, déconne pas. Vous êtes tellement obsédé par la bouffe que vous vous lancez même dans des métaphores. Ça c'est moi ça, c'est ce que je défends. Salade tomate oignon. Salade tomate oignon. Parce que l'union, pour moi, c'est quand on met du contenu dedans. Quand il y a de la salade, de la tomate ou du jambon, c'est un bon sandwich. Quand il n'y a que de l'oignon et quand on parle que d'union et rien d'autre, c'est pas bon. Vous avez compris la métaphore, quand il n'y a pas de viande et que de l'écologie, c'est pas un vrai sandwich. Les déclarations de Muriel Robin n'en finissent pas d'être commentées sur le petit écran. Hier, il y avait presque que ça dans les débats et à la télévision sur le fait qu'elle n'ait pas fait de film car elle était homosexuelle. Hier, son ancien agent et producteur de 10%, Dominique Besnéard, était sur le plateau de C'est à vous. Eh bien, lui, il n'y croit pas. J'étais l'agent de Muriel à l'époque. Et c'est vrai que Muriel, à mon avis, était pas très bien dans sa peau et je pense qu'elle n'était pas physiquement aussi à l'aise maintenant, parce que maintenant elle est devenue une très belle femme. Mais à l'époque, elle avait un emploi un peu de sous-maillant. Surtout, je pense qu'elle voulait être considérée comme une actrice
plus profonde. Et une actrice, elle parle tout le temps d'Annie Girardot. Elle voulait être un peu la Annie Girardot. Donc elle n'a pas eu les rôles, en effet. Je pense Parce qu'elle était homosexuelle. C'est la question. Moi, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec elle, et je l'ai répondu aujourd'hui. C'est pas parce qu'elle était homosexuelle, c'est qu'elle avait peut-être pas l'emploi qui était encore. Et voilà. Mais jamais quelqu'un m'a dit, on va pas prendre Muriel Robin parce qu'elle est lesbienne. Jamais. Alors on a un exemple dans Plus belle la vie, un des comédiens principaux a parlé de son homosexualité, Thomas, il jouait d'ailleurs un homosexuel dedans. Est-ce que vous êtes d'accord que lorsqu'on révèle son homosexualité, on tourne moins, ou c'est compliqué dans le milieu du cinéma? Je sais pas, franchement je sais pas. Non, après c'est l'emploi qui fait que moi je connais plein d'homosexuels qui jouent des hétéros sans aucun problème, j'en connais. Mais évidemment, mais est-ce qu'il l'affiche? C'est ce qu'elle dit. Elle dit après oui, alors afficher, oui, c'est ça. Le problème c'est ça. Il y en a beaucoup qui le cachent, oui, forcément. Oui, parce qu'elle dit on est cantonné à des rôles d'homosexuels, après on ne vous propose plus que ça. Elle est pas très juste, parce qu'elle a joué Marie Bénard, elle a joué plusieurs rôles à la télévision. C'est pas tout à fait vrai, du moins elle le prouve là en jouant ces personnages-là, mais ça doit être assez compliqué, oui. Alors, moi, je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Je crois que voilà, on a des rôles qui sont proposés, qu'on soit homosexuel. Du moins, ça devrait pas. De toute façon, ça devrait pas rentrer en jeu. Hein, non. Et vous, ça vous gênerait de jouer un homosexuel et d'embrasser un garçon? Pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez, j'ai joué beaucoup de choses. Moi, dans Plus belle la vie, m'ont fait jouer énormément de choses. J'ai même accouché d'une pizza. Donc après, j'ai fait le travesti. J'ai fait tellement de choses que. Vous avez été travesti dans Plus belle la vie? Ça m'avait échappé. Oui, j'ai joué un travesti, oui, d'ailleurs, qui était avec. Alors, je me souviens pas du comédien avec qui j'étais, mais c'était assez sympa, d'ailleurs. Je faisais un spectacle habillé en travesti, c'était assez sympa. Bon. C'était plutôt amusant, on a beaucoup ri, et non, c'était très bien. Deux grandes voix puissantes, Valérie Etienne Daho et Vanessa Paradis, ils se sont. Ils se sont associés pour un duo, c'est pour dire. Hein. Ils interprètent Tirer la nuit sur les étoiles, c'était sur le plateau de Quotidien. Tirer la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. Wow. Si vous rigolez à mes bêtises, je rigole, je voulais le faire très sérieusement. Ouais. Mais bon. Non, mais c'est bien, ils ont des voix qui se marient bien. Pardon Stéphane Hénon. Des voix qui s'unissent facilement, quoi, c'est bien. Bah oui, on n'est pas obligé de monter le son, c'est parfait. Précisons à nos auditeurs que Stéphane Hénon est dans le sud de la France, il est de côté de la Camargue, hein, c'est ça. Hein. Exactement, dans un très beau village. Je ne le donnerai pas parce que je le cache. Je veux le garder que pour moi. C'est un village merveilleux. Donc, mais vous avez quitté Paris ou vous avez toujours habité dans le sud? Ah non, du tout. J'ai quitté Paris pour venir travailler sur Marseille. Ouais. Et après de Marseille, j'étais dans un petit village en Camargue. Bon, on en dira pas plus. Les enfants sont sur 7 en fait. Les deux garçons sont sur 7, je me suis rapproché de mes enfants. Meurtre à Font-Romeu, on en parle dans un instant avec vous, Stéphane Hénon. À tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Stéphane Hénon et on est ravis de vous recevoir pour parler d'un autre rôle que celui du commissaire Bauer ou commandant Bauer, je ne sais plus. Vous-même, vous avez un peu oublié les grades. Même moi, j'ai oublié, voilà. Je ne sais plus les grades, j'en ai tellement eu. Meurtre à Font-Romeu, alors il faut dire que les meurtres ça cartonne sur France 3 tous les samedis soirs, 21h05. Des inédits donc avec ce meurtre à Font-Romeu qui ouvre cette nouvelle saison. Vous êtes gendarme aux côtés de Béatrice de la Boulet. Alors comment ça s'est présenté à vous ce rôle? Est-ce que c'est justement l'arrêt de Plus belle la vie qui a fait que vous avez pu jouer ou ça c'était oui, en fait je rêvais de faire un meurtre. J'aurais aimé, je cherchais à faire un meurtre et on me l'a proposé. C'est Hubert Besson qui me l'a proposé, qui est quand même le créateur de Plus belle la vie. Donc c'est vrai que je suis resté en famille. Et Marion Lallier qui le réalisait, avec qui j'avais déjà tourné sur pas mal de primes de Plus belle et qui est venu tourner sur Plus belle pas mal de fois. Et donc on m'a proposé ce rôle-là. J'ai trouvé que j'ai lu le scénario qui a été écrit par Olivier Berclaz et Barclaz, oui, je crois Berclaz, oui c'est ça. Et je me souviens pas du deuxième scénariste, ça c'est pas bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est une petite mémoire.
Et donc on vous a proposé, ça s'est fait naturellement. Oui, ça s'est fait naturellement. On me l'a proposé. Ils m'ont proposé à la chaîne. Je suis passé et puis voilà. Et j'étais ravi juste après Plus Belle de continuer comme ça. Donc, c'était plutôt très très bien. Alors pour nos auditeurs, Valérie, c'est l'histoire d'un flic un peu bourru parce que c'est des montagnards. On est dans la montagne. Attention aux clichés. Bah oui, mais c'est le cas. Un petit village où ce flic connaît tout le monde, qui va avoir une flic, enfin un gendarme qui vient de Paris, qui est joué donc par Béatrice de la Boulay. Et alors lui, à 17h, il s'en va. On ne sait pas où il va. Et donc il y a 2 enquêtes. C'est ça moi qui m'a bien plu. Il y a l'enquête parce qu'il y a un meurtre, mais il y a aussi ce flic. L'enquête sur mon personnage. Sur son personnage, sur votre personnage, on ne sait pas ce qu'il va trifouiller. Et du coup, elle est missionnée. Dès que la nuit tombe, elle est missionnée pour être un peu l'œil de Moscou. Voilà, je voulais un petit peu donner le cadre, parce que vous allez entendre la bande-annonce. Inédit, samedi sur France 3. Quoi? Ok, j'arrive. Julie Delpech, j'allais voir la scène de crime, vous venez avec moi? Là-haut, où règne la frayeur. C'est quand même complètement dingue de s'en prendre un curé comme ça, non? Là-haut, où plane le silence. Bon, faut arrêter les bondieuseries, les petits secrets, là. Là-haut, il faudra faire profil bas. Vous avez affaire à des montagnards pur jus, alors faut y aller en douce. Inédit, Béatrice de la Boulay et Stéphane Hénon enquêtent en terre hostile. Meurtre à Font-Romeu, samedi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Moi, ça m'a bien plu, ces 2 enquêtes parallèles. Vous aussi, j'imagine, en lisant le scénario? Oui, ça a changé de meurtre à. Oui, c'est vrai qu'il y avait 2 enquêtes. C'était plutôt. Et puis il y avait un côté social. Donc là, je peux pas trop le dévoiler parce que ça serait dommage. Mais moi, ce scénario m'a beaucoup plu et j'étais ravi qu'on me le propose. Et je suis parti avec en plus Béatrice que je connaissais pas du tout. Et on a fait une belle équipe. Je crois que ça fonctionne. Le duo fonctionne assez bien. Alors nous, on a reçu Béatrice de la Boulay qui tournait dans Tropique Criminel, qui nous disait que le soir, qui faisait un peu la fête dans les bars de la Martinique. Est-ce que vous avez fait la fête le soir avec Béatrice? C'était un peu plus compliqué. Non, c'était pendant un mois, ça a été un peu plus compliqué. Déjà, il faisait froid. Le tournage commençait très tôt. On terminait pas forcément tard, mais il faisait nuit déjà. Il fait nuit très tôt en montagne, comme on savait, et puis en hiver aussi. Et donc c'est vrai qu'on avait la fête, on l'a fait un petit peu, mais pas beaucoup quand même. Et puis il fallait vraiment qu'on soit opérationnel dès le matin. Donc, c'est des tournages qui durent combien de temps? Là, on a tourné 21 jours, je crois. Entre 20 et 21. J'imagine que vous aimeriez qu'on vous propose autre chose que des rôles de flic ou de gendarme? Bien sûr, mais je suis pas. Oui, bien sûr, j'aimerais jouer autre chose. Mais vous savez, j'ai joué plein de voyous. Je joue pas mal de voyous. Là, on me propose des voyous, je joue des salopards. Je joue pas mal de salopards aussi. Alors, en vieillissant, je deviens un flic, un salopard. Ça change, quoi. Ça dépend des mois, ça dépend du temps. Mais c'est plutôt. Pardon ? Non. Est-ce que c'est plus compliqué d'avoir des rôles quand on vit en province plutôt qu'à Paris où on peut aller voir les agents, les boîtes de production? Est-ce que c'est plus compliqué ou pas? Non, mais maintenant beaucoup moins. Avant, on était, du moins, je pensais, parce que moi j'ai toujours vécu à Paris, donc c'est vrai que c'est plus facile. On rencontre les gens, on sort au théâtre, voilà. Alors au niveau de la culture, c'est plus compliqué en province, mais sinon non. Maintenant, avec Internet, on fait les castings par vidéo, on envoie les vidéos. C'est beaucoup. Non, c'est pas plus compliqué. Et puis on commence à me connaître quand même. Les gens savent qui je suis. Donc c'est plus simple. Vous avez joué au théâtre pour un jeune acteur, je crois que c'est un peu plus compliqué. Mais maintenant, il y a pas mal de tournages qui se font en province. Donc les gens viennent chercher quand même beaucoup des gens de province pour avoir les aides de la région. Tout ça, vous connaissez tout le système. Donc, non, il y a du travail un peu partout maintenant. Et évidemment, on ne peut pas ne pas revenir sur l'arrêt de Plus Belle la Vie. Le lendemain du dernier jour de tournage, vous étiez dans quel état d'esprit ? C'est bizarre parce que de toute façon ça s'est terminé. J'étais triste bien sûr forcément parce que j'avais quitté toute cette équipe qui j'avais vécu 16 ans. Mais en même temps ça fait partie du jeu quoi. Et c'était beau de finir cette histoire tous ensemble. Et franchement j'ai vécu des moments
Et après, bon, j'ai eu la chance aussi d'enchaîner sur. Je savais que j'allais enchaîner sur Meurtra, donc forcément, je l'ai vécu différemment des autres, forcément. Est-ce que vous pensez que Parce que notre vrai métier à nous, c'est quand même de trouver du travail, il faut le savoir. Notre vrai métier. Parce que nous, c'est une passion. Nous, on est là pour jouer, on est en vacances, on est des grands joueurs. Non, mais donc, c'est vrai qu'il y a notre vrai toujours... boulot, c'est de trouver du travail. Donc, savoir que j'allais travailler, j'étais pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours un côté à dire oui, mais vous avez le même rôle depuis 16 ans, mais tant mieux, vous travaillez. Et au contraire, c'est assez ce cliché que de dire qu'on est catalogué dans un rôle. Tant mieux, je suis au moins catalogué dans quelque chose. Pendant des années, j'étais catalogué dans rien. Non, mais c'est vrai. Les gens qui disent oui, mais t'en as pas marre de jouer. Ben non, écoute, je suis ravi de jouer. Je suis ravi. Et puis surtout, en plus, ce personnage qui a été tellement gâté par les auteurs. Les auteurs adoraient ce personnage. Donc, ils s'amusaient avec lui. Ils le tordaient dans tous les sens. Et puis moi, je suis ouvert à tout ça. Donc, c'était vraiment un vrai bonheur. Du moins pour moi, franchement, je crois qu'on ne m'offrira jamais un rôle comme ça. Est-ce que vous pensez que la mort de Michel Corde, c'est toujours difficile de le dire, est liée à l'arrêt? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Non, je crois pas. Non, parce qu'il était en accord avec ça. Il s'était mis en retrait un petit peu par rapport à Plus Belle les 2 dernières années. Mais non, pas du tout. Non. Après, je pense que c'est beaucoup plus personnel que ça. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne sais pas. Et alors, autre affaire liée à Plus Belle, bien sûr, Plus Belle la vie. Ah bah oui, faisons un combo tant qu'on y est. Comment vous réagissez à ce que vous lisez dans la presse sur Merwan Berabi, que vous avez bien connu, puisque vous aviez beaucoup de scènes avec lui. Je veux pas parler de ça parce que c'est compliqué. Vous voyez comme tout est dit. Tout et n'importe quoi. Moi, je connais ce garçon depuis 10-12 ans. Je peux pas imaginer qu'il ait pu faire ça. Mais ça a pu arriver peut-être, mais partir comme là, vous voyez, ça fait 1 mois et demi qu'il est plus là. J'ai des craintes. Ouais. J'ai peur. Vous pensez qu'il a pu en finir parce que non, je pense pas. Moi, je crois pas ça. Moi, j'ai peur. Je veux pas rentrer. Je veux pas trop en parler. J'ai peur de ça. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On le saura peut-être un jour, du moins j'espère qu'on va le savoir. Vous pensez qu'il y a un tiers qui est intervenu en fait, si je ne pense rien. N'essayez pas, je ne pense rien. Ouais. Je suis lobotomisé, je ne dirai rien, je ne sais rien. Non, mais ça vous affecte forcément. Il n'est pas chez moi déjà, malheureusement. Oui. J'espère que tout va bien pour lui. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Ouais. Nous aussi. Hein. Ouais. Parce que l'histoire, c'est un super garçon, c'est un super homme. C'est un super comédien. C'est vraiment humainement, c'est quelqu'un de formidable. Et voilà. Ouais. Avec cette histoire, et ça prend de l'ampleur. Ouais. Qui sont les comédiens qui vont revenir dans Plus Belle la vie, ou qui sont ceux qui vont arrêter? Parce que je crois que beaucoup d'entre eux vont continuer. Oui, il y a beaucoup qui... Non, mais je crois qu'il y en a pas mal. Je crois que la grosse partie, tous les piliers sont là. Après, il y en a certains qui sont, je pense... Alors, je suis pas dans les petits papiers de la prod non plus, mais je crois que les principaux sont là. Après, je ne sais pas les cas. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver, des nouveaux, parce qu'on vient sur TF1 et tout. Je pense qu'il y aura des nouveaux... Puis il y aura peut-être un crossover. Peut-être vous allez retrouver dans Demain tout est possible à faire de la cuisine ou dans dans ITC. Dans ITC, ça serait pas mal. Pour vous dire qu'en Camargue, je suis à 5 km de Saint-Laurent-des-Gouzes, où se tourne ITC. Voilà. Vous savez où sera tourné Plus Belle la vie? Est-ce qu'ils vont recréer le même décor au même endroit? Non. Je sais qu'on va tourner à la Belle de Mai. À Marseille. Commissariat, la Belle de Mai à Marseille. Ça sera à Marseille, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il y aura beaucoup d'extérieur. Ouais. Du moins, je le pense. Après, je peux pas vous affirmer tout ce que je dis. Mais voilà, je le dis quand même. Je me tais, je suis pas là. En tout cas, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir samedi soir dans un rôle logiquement, c'est un carton. Bon, il y a un match de rugby en face, mais en règle générale, les Meurtra, c'est des énormes cartons. Celui-ci est très réussi. Celui-ci est très réussi. Et là, on a Irlande, Afrique du Sud. Mais il y a... les 2 grandes équipes. Ouais, mais il y a Stéphane Hénon. Après la France, c'est les deux meilleures équipes. Ouais, mais il y a Stéphane Hénon face à Béatrice Boulet. De la Boulet. C'est aussi un autre match intéressant. C'est pas mal aussi. C'est une belle mêlée. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane. Il faut la transformer maintenant. Et puis, on vous attend en janvier pour le retour de Plus Belle la vie. Merci beaucoup. Et passez mes amitiés à Jean-Jacques Bourdin, que j'adore. Écoutez, ce sera fait. Voilà. Je pense qu'il nous écoute. Merci. Donc, merci à vous. Merci. Dans un instant, on se retrouve pour parler des cagnottes Litchi. Vous allez tout savoir sur le fonctionnement de ces cagnottes avec sa directrice générale. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média.
Le supplément média, c'est un supplément média qui fait un pas de côté, mais les réseaux sociaux font partie des médias. Et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à Litchi. Litchi, ce nom qui évidemment évoque quelque chose pour tout le monde, puisque c'est le leader des cagnottes en ligne qui accompagne à chaque fois tous ceux qui veulent partager une somme, que ce soit pour un cadeau, pour des donneurs. C'était ça au départ. Au départ, c'était un anniversaire, c'était un repas. J'ai pas eu de cagnotte pour mon anniversaire. Non. Et on est avec Alix Poulet, la présidente de Litchi. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, on a eu envie de vous entendre ce matin. On va parler de Litchi plus généralement, mais c'était à l'occasion du tremblement de terre au Maroc. Ce séisme a généré un nombre de cagnottes assez important. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Il y a eu effectivement une mobilisation très très forte. On a plus de 2000 cagnottes qui ont été créées en l'espace de 10 jours. Dès le lendemain du séisme, il y avait plusieurs centaines de cagnottes qui étaient créées. Et à ce jour, il y a près de 1 800 000 euros qui ont été collectés grâce à un peu plus de 27 000 donateurs. C'est un record de cagnottes ou pas Ça fait partie des fortes mobilisations et on a eu évidemment des mobilisations similaires lorsque la guerre en Ukraine a été déclarée. C'est plus de 2,5 millions d'euros qui avaient été collectés dans les premières semaines du conflit. Évidemment, au moment de la crise sanitaire, lors du premier confinement, exemple, là aussi... ça avait été très fort. Voilà, sur l'Ukraine, qui fait une cagnotte ? Alors, c'est... Toute la force de la plateforme, c'est qu'on a une très grande diversité à la fois de créateurs de cagnottes, de donateurs et de causes qui sont soutenues. La plateforme, elle est accessible à toutes et à tous, à tous les âges, pour tous les projets. Et donc, c'est à la fois des particuliers, mais aussi des associations, parfois des entreprises, des personnalités publiques qui se mobilisent. Là, par exemple, on a Fouad Chafik, un footballeur marocain qui a créé une cagnotte pour soutenir son village natal. Donc voilà, une très grande diversité, aussi bien des particuliers que des personnes morales, associations ou entreprises. Mais moi, si je fais une cagnotte pour l'Ukraine et je garde l'argent, quel est le pouvoir de Litchi de contrôle, ou moi qui veux aider un bébé qui n'existe pas parce qu'il doit avoir une opération aux États-Unis, comment vous vérifiez la véracité d'une cagnotte ? Bien sûr, la sécurité des cagnottes est un point clé. On est agréé en tant qu'intermédiaire en financement participatif, donc ça veut dire qu'on est une entité qui est contrôlée et régulée par les pouvoirs publics, et à ce titre, on a des obligations réglementaires de vérification de la destination des fonds sur toutes les cagnottes qui sont créées chez nous. Et donc, pour cela, on a des outils qu'on a mis en place, des outils automatiques qui détectent des potentielles fraudes, ou en tout cas remontent des suspicions de fraude. Et on a en plus de cela donc une équipe, près d'une dizaine de personnes qui sont en charge de la conformité des cagnottes et qui vérifient manuellement toutes les cagnottes qui sont remontées comme suspectes de la part de nos outils. Et donc, pour s'assurer de vraiment l'enjeu clé, c'est de garantir aux donateurs la bonne destination des fonds aux bénéficiaires légitimes de la collecte. Et donc, pour cela, on peut être amené à demander au créateur de la cagnotte de nous fournir, en plus de son identité qui est automatiquement déclinée, ça, tous les créateurs de cagnotte nous confirment leur identité. En plus de ça, on peut être amené à demander des documents justificatifs. Par exemple, on a des cagnottes qui sont créées pour acheter du matériel pour apporter aux Marocains. On peut demander éventuellement des devis ou des factures pour attester de l'achat de ces matériels. Vous le faites régulièrement ou c'est parce que c'est compliqué vu le nombre de... Combien il y a de cagnottes ? Alors, il y a plusieurs questions qui me viennent. Combien il y a de cagnottes en ce moment chez Litchi ? Pour le Maroc. Non, pas pour le Maroc, en général, au total. Alors, je ne saurais pas vous dire à l'instant précis, parce qu'en fait, les cagnottes sont toujours donc sont créées et sont créditées, puis ensuite les fonds sortent. Donc, en ce moment même, c'est pas un flux qu'on suit, le nombre de cagnottes, mais plusieurs dizaines de milliers qui sont ouvertes. Et donc, toutes les cagnottes qui sont créées sur la plateforme sont vérifiées. Elles sont vérifiées
par nos outils automatiques. Donc, c'est des outils qui sont basés à la fois sur de la sémantique, donc qui screenent l'ensemble des mots qui sont dans le descriptif de la cagnotte, son titre, dans les commentaires, mais aussi des outils de ce qu'on appelle de scoring, qui sont basés sur des règles métiers et qui nous permettent d'identifier des éventuels patterns de fraude. Donc, tout est vérifié. Après, c'est lorsqu'il y a effectivement une détection de potentielle fraude que notre équipe en charge de la conformité entre en jeu. Et donc ça, c'est un petit pourcentage, un faible pourcentage des cagnottes qui nécessitent des vérifications supplémentaires. Lorsque ce sont des cas solidaires, on parle du Maroc, vous avez parlé tout à l'heure d'une somme d'1,8 million. Est-ce que c'est pas compliqué, vous, de prendre votre part de pourcentage sur un thème comme sur le séisme, de dire je vais me servir je vais gagner de l'argent sur cette cause-là? Nous, alors le positionnement de Litchi, c'est vraiment d'être un accélérateur de générosité et de mettre la générosité à portée de toutes les mains en rendant ce geste évident et quotidien. Et donc nos équipes sont mobilisées pour accompagner au mieux à la fois le créateur de cagnotte qui se mobilise pour soutenir les Marocains et les donateurs qui se rassemblent pour leur offrir toutes les garanties de sécurité que leur don ira, encore une fois, servira bien. Et mais là, c'est pas la question. La question de Gilles, c'était celle de la commission de Litchi. Vous prenez une commission à chaque fois. Bien sûr. Notre commission, on la prélève à la sortie des fonds. Et donc, tant que la cagnotte n'a pas abouti, tant que la collecte n'a pas été réalisée entièrement, Litchi ne se rémunère pas. Mais vous rémunérez sur du jardin, une fête ou autre, c'est pas vraiment un souci. Mais là, vous rémunérez sur 1,8 million, un pourcentage sur une cause comme le Maroc où il y a eu plus de 3000 morts. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique ? Alors, à mon sens, le point, c'est qu'on a besoin d'avoir un service qui est pérenne pour continuer à soutenir toutes les mobilisations des Français. Elles sont nombreuses. On a des cagnottes qui sont créées pour des causes médicales, pour subvenir à des traitements. On a des causes pour bien sûr, mais dans ce cas précis. Et donc, on fait pas de hiérarchie, en fait, des causes. Comme je vous le disais, il y a une vraie diversité des causes qui sont soutenues sur la plateforme. Ce n'est pas notre rôle de définir que telle cause... Non, mais vous pourriez baisser votre commission sur certaines causes en disant on prend moins d'argent. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'engage et que donc on l'a fait à plusieurs reprises. On a nous-mêmes contribué activement sur des cagnottes qui avaient été créées. Ça a été le cas pour l'Ukraine, ça a été le cas lors du premier confinement. Donc on a nous-mêmes, en tant qu'entreprise Litchi, contribué pour soutenir une cause. Oui. Est-ce qu'il y a... Oui, pardon. Voilà, mais c'est important que les créateurs de cagnottes sachent dès la création de la cagnotte de manière transparente quels sont les tarifs qu'on applique, que ce sont les mêmes pour tous et qu'on ne fait pas de discrimination. C'est quel pourcentage ? Allô ? Oui. C'est quel pourcentage, justement ? Parce que vous dites que c'est clair dès le départ. Oui, le pourcentage, il évolue en fonction du volume collecté. Exactement, du montant collecté. Donc, on offre nos frais pour les cagnottes en dessous de 100 €. Entre 100 et 10 000 €, la commission est à 6%. Et pour les élans, et comme c'est le cas là, on a beaucoup de cagnottes qui dépassent plusieurs dizaines de milliers d'euros, notre commission est réduite à 1,5%. Et donc, c'est en ce sens qu'on accompagne les élans solidaires. Bien sûr. Et alors, bon, évidemment, moi, je trouve que c'est un outil assez formidable, mais les gens vont toujours chercher la petite bête. Donc on a un auditeur qui nous dit oui, mais ça sert à blanchir de l'argent. Donc est-ce que vous êtes vigilant sur l'origine des fonds ? Très vigilant, tout à fait. C'est, comme je vous disais, on est une entité qui est régulée. Donc c'est l'autorité de contrôle qui nous régule, s'appelle l'ACPR, et on est en relation donc avec des organismes comme Tracfin qui sont en charge justement de vérifier, de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Et on travaille de pair avec ces organismes-là, et tous nos outils ont été mis en place dans cet objectif-là d'assurer la parfaite sécurité des transactions. Il y a eu des polémiques autour des cagnottes pour les policiers, et Brigitte, une auditrice, nous dit de quel droit a-t-on demandé l'annulation de la cagnotte pour Christophe Dettinger, qui était, je le rappelle, un gilet jaune, qui a été emprisonné. Donc il y a une complexité pour vous avec C'était le cas avec plein d'autres cagnottes, c'est pas que Litchi, où à un moment les fonds ont été bloqués. Il y a des règles, justement, puisqu'on parle d'éthique sur des cagnottes précises. Il y a eu celle des policiers où aussi il y a eu une polémique. Comment est-ce que vous gérez ça ? Oui, alors on
on s'applique toujours à respecter le cadre légal. Si on prend en l'espèce la cagnotte pour Christophe Détinger, il est autorisé par la loi de financer ses frais de défense. Tout le monde a le droit de financer ses frais de défense. En revanche, il n'est pas autorisé de financer des amendes ou des dommages et intérêts ou une quelconque sanction qui a été prononcée par un juge. En ce sens, les sommes qui avaient été collectées permettaient amplement de financer des frais de défense et on avait demandé donc à avoir effectivement les honoraires des avocats pour justificatif. Et donc toute collecte en ce sens est tout à fait autorisée sur la plateforme. Et en l'espèce, on avait donc demandé au juge des référés de se prononcer pour les sommes qui étaient supérieure, nous dire quelle devait être la destination de ces fonds-là. Et le juge s'est prononcé tout récemment, il y a un peu moins d'une dizaine de jours, et a confirmé que nous avions pris la bonne décision. Et dans ce cas-là, vous remboursez les gens quand quelqu'un devient l'argent, c'est ça, vous remboursez? Exactement. Si une cagnotte doit être annulée parce qu'elle est non conforme, on rembourse l'intégralité des participants et on ne prélève aucune commission. Parce que là, vous venez nous donner une information. Pour l'instant, la cagnotte était toujours bloquée. En fait, ça s'est débloqué il y a une dizaine de jours, c'est ça? Tant que le juge ne s'est pas prononcé, effectivement, on ne peut pas débloquer la cagnotte. Et là, vous allez pouvoir le faire ou pas? Alors, en fait, il y a une petite période d'attente qui est parce que la partie adverse peut se pourvoir en cassation. Mais voilà, c'est simplement dès lors que la justice définit que c'est exécutoire, là, on pourra exécuter. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous refusez une cagnotte? Par exemple, si je veux faire une cagnotte pour monter un film porno, est-ce que je peux aller créer ça vous fait rire, mais est-ce que je peux aller créer ma cagnotte pour trouver 20 000 € pour tourner un porno? Comme vous pouvez imaginer, probablement non. C'est inscrit dans nos conditions générales d'utilisation, donc sont proscrits effectivement tout ce qui est incitation à la haine, évidemment des choses à voilà, c'est incitation à l'amour. Incitation, voilà. À la pornographie. À la pornographie, etc. Voilà, c'est listé dans nos conditions générales d'utilisation. C'est dommage, j'aurais récolté beaucoup d'argent. Je peux vous donner des adresses. Quelle est la plus grosse cagnotte individuelle que vous ayez eue? Ça, c'est plus pour l'anecdote. La cagnotte la plus importante historiquement, c'était donc pour soutenir les personnels soignants lors du Covid et elle avait atteint 7,5 millions d'euros. Incroyable. Énorme. C'était donc une cagnotte qui s'appelait Protège ton soignant et qui avait fortement mobilisé. Et individuel, c'est-à-dire d'un particulier? Alors là, c'était lancé par des particuliers, un collectif. Oui, mais pour un anniversaire ou pour un voyage de noces. Je n'ai pas la statistique, donc je vais regarder. Il faudra que je vous envoie ça. Non, mais c'était pour la petite. Quelles vont être les dernières, pour finir, quelles vont être un peu l'évolution des cagnottes, Litchi? À quoi vous travaillez dans le futur? On travaille à accompagner mieux encore ces élans solidaires puisque on voit il y a un effort considérable. En fait, donc Litchi est le pionnier sur le marché. On a été lancé il y a moins de 15 ans. Français, Cocorico, tout à fait. Et donc, on est à ce titre témoin privilégié des préoccupations et surtout des engagements et des mobilisations des Français. Et on le voit depuis, en fait, les premières cagnottes solidaires sont nées au lendemain des attentats de Charlie Hebdo en 2015 et ça n'a fait que croître. Aujourd'hui, ça représente plus de 25%, un quart de notre volume de collecte. On a collecté en 2022 240 millions d'euros sur la plateforme. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir accompagner au mieux tous ces élans solidaires et notamment de déployer un accompagnement pour les associations et donc avoir aussi une offre B2B pour pouvoir vraiment, encore une fois, mettre la générosité à portée de toutes les mains. Très bien. Merci beaucoup, Alix Poulet, d'avoir été avec nous. On a bien fait le tour. On sait beaucoup plus de choses. Merci d'avoir été transparente avec nous. Merci à vous. Et puis, on rappelle qu'il y a un grand nombre de cagnottes pour aider évidemment le Maroc. Près de 2000 cagnottes sur Litchi. Merci à vous. Dans un instant, on commente l'actualité. À tout de suite sur ce